Donc maintenant, on va voir ce qu'il y a de neuf en chirurgie vasculaire. Reda Hassan Kodja, du CHU de Nice, chirurgien vasculaire. Messieurs les modérateurs, chers collègues, c'est toujours très difficile de choisir des nouveautés et j'ai voulu choisir deux sujets qui ne sont pas peut-être des nouveautés scientifiques à proprement parler, mais qui ont fait la une des journaux, des éditoriaux, des controverses, de Twitter, comme dirait Jean-Pierre Laroche, qui ont fait le buzz. Et surtout, c'est des sujets qui peuvent amener à modifier les pratiques quotidiennes des chirurgiens vasculaires. Alors ces sujets, on a deux sous-chapitres en chirurgie vasculaire, l'aortique et l'artérielle périphérique. En aortique, ce sont les recommandations qui ont été faites par l'Agence de santé britannique sur la prise en charge des anévrismes de l'aorte abdominale. Et en artérielle périphérique, c'est les ballons et stents actifs au paclitaxel avec une surmortalité de ces dispositifs. Alors, premier sujet, les recommandations qui ont été faites par l'agence de santé NICE en Angleterre, qui ont été mises en ligne en mai 2018 pour consultation et qui devaient être publiées en novembre 2018. Un an après, ces recommandations n'ont toujours pas été publiées et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour résumer ces recommandations, dans le cadre de la prise en charge des anévrismes de l'aorte abdominale, les recommandations sont pas d'endoprothèse aortique, EVAR, si la chirurgie de l'anévrisme de l'aorte est possible, et pas d'endoprothèse aortique si la chirurgie de l'anévrisme n'est pas possible en cas de contre-indication anesthésique. Vous voyez donc que la place de l'endoprothèse aortique est pratiquement inexistante en cas de chirurgie élective. Alors comment justifier ça ? Les auteurs de ces recommandations ont dit « Des éléments de preuve montrent qu'une personne recevant une endoprothèse aortique a une chance incertaine de bénéficier d'un petit bénéfice net. Toutes les études, effectivement, ont montré qu'au-delà de 10 ans, il y avait une match nulle entre chirurgie directe et endoprothèse, avec peut-être un petit bénéfice dans la dernière étude Over américaine pour l'endoprothèse aortique. Par rapport à l'augmentation importante et certaine des coûts, il est vrai que dans le bras endovasculaire, il y a environ 20% de réintervention, en particulier pour la prise en charge des endofuites. Par conséquent, disent ces auteurs, le comité a convenu que l'endoprothèse élective ne peut être considérée comme une utilisation efficace des ressources de la NHS dans cette population. C'est donc dans une logique purement économique que nos collègues britanniques ont décidé de stopper la recommandation pour l'endoprothèse aortique. Alors voilà, j'ai pris deux diapositives de Bradbury, qui est un des membres de ce comité, pour justifier ça. Alors c'est assez compliqué à comprendre, vous allez voir. Imaginez que vous deviez acheter une de ces deux voitures avec votre argent, votre propre argent. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Vous avez une Bentley à 20 000 livres et vous avez une Dacia Sandero qui fait 100 000 livres. Alors, on ne comprend pas très bien, d'abord, pourquoi il a pris une voiture française, la Dacia, et puis on comprend encore moins parce que 100 000 livres, la Dacia, ça n'existe pas, quoi. Et 20 000, la Bentley. Et en fait, pour justifier ça, pour expliquer ça, Bradbury nous dit la Bentley, c'est la chirurgie conventionnelle pour les anévrismes de l'aorte. Finalement, ça marche très bien, et au bout de 200 000 km, il y a très peu de panne, et finalement, ça ne revient pas très cher. Alors que la Dacia, au bout de 200 000 km, il y aurait eu beaucoup de révisions, de réinterventions, et finalement, ça va coûter très cher. Alors, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais en gros, voilà, il dit que finalement, la Bentley, c'est du solide, c'est comme la chirurgie pour les anévrismes de l'aorte. Alors on lui dit, oui, mais il y a des malades peut-être qui préfèrent la Dacia malgré tout. Et pour les anévrismes de l'aorte, ce qui est certain, c'est qu'une majorité des patients, ils préfèrent l'endoprothèse aortique. Alors ça, il répond, maintenant, mettez-vous dans le cas de figure où votre gouvernement, il donne des voitures libres. C'est la sécurité sociale, les soins, c'est gratuit, et là, c'est les voitures qui sont gratuites.
est-ce que vous seriez content de payer plus d'impôts si je pouvais choisir la Dacia? En gros, il dit, les malades n'ont pas à choisir. Du fait du coût économique, ils doivent prendre la Bentley parce que c'est moins cher. Ils doivent prendre la chirurgie parce que c'est moins cher. Alors bien entendu, il y a eu des réactions à tout cela, en particulier Mastracchi de Londres qui a dit « L'endoprothèse aortique, ce n'est pas un luxe, c'est un standard en termes de soins. Plus de 70% des patients porteurs d'anévrisme sont traités par endoprothèse aortique. Ce n'est donc pas un luxe. » Les réactions ont été nombreuses. Je n'ai pas mis sur Twitter, mais enfin, différentes réactions, comme quoi on criminalisait l'endoprothèse aortique dans le traitement des anévrismes, avec de nombreuses controverses, au Charing Cross, etc. Et puis, donc, on se retrouve dans cet encart, dans une situation sans précédent. On a des recommandations qui sont au niveau du board de NICE et qui ne sont toujours pas publiées et qui, sans doute, ne seront jamais publiées. Pourquoi ? Alors, c'est sûr que ça pose plusieurs problèmes. Je n'ai pas le temps de développer, il y a d'abord l'adhérence au suivi des endoprothèses aortiques. Dans les études, en particulier anglaises, on a vu que bon nombre de malades décédés dans le bras endoprothèse, c'était des patients qui n'avaient pas été bien suivis. Deuxième point, le mode de suivi des endoprothèses aortiques, scanner ou écho, le coût, etc. C'est un autre problème qui est posé dans ce cadre-là. Le problème des indications sans doute trop larges pour les endoprothèses aortiques. Est-ce que 70% des patients ont des critères anatomiques favorables pour une endoprothèse aortique? Je n'en suis pas certain. Et dernier point surtout, la formation des chirurgiens à la chirurgie aortique. En effet, en 2015, en France, 70% des malades porteurs d'un anévrisme avaient eu une endoprothèse aortique contre 23% pour la chirurgie. Si aujourd'hui on dit plus d'endoprothèse aortique, vous opérez tous les patients, nous serions, à mon sens, incapables d'opérer ces patients. En effet, voilà une publication faite en 2017 aux États-Unis. Le nombre d'anévrismes aortiques opérés qui participaient à la formation des chirurgiens vasculaires américains. Et on voit que ce nombre chute de façon dramatique. On estime qu'en 2020, un chirurgien vasculaire américain en formation n'aura fait lors de son cursus de formation qu'entre 1 et 3 anévrismes aortiques opérés. C'est-à-dire qu'il n'aura pas été formé à la chirurgie aortique. Alors ce problème se pose bien sûr aussi en Europe et aussi en France. Comment former les chirurgiens vasculaires actuellement à la chirurgie aortique? Il faut dire, j'étais président du membre de jury pour le collège de chirurgie vasculaire il y a 15 jours. J'estimais que la moitié des candidats passant cet examen n'avaient pas la formation suffisante pour faire de la chirurgie aortique. Je passe au second sujet, le paclitaxel. Je dirais le PTX parce que j'ai du mal à prononcer ce mot. Je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est comme ça ne sort pas. Alors PTX. Le PTX, ça a commencé, vous le savez sans doute, il y a eu une méta-analyse qui a été faite par des auteurs grecs qui ont analysé toutes les études randomisées contrôlées concernant ballon actif et stent actif en artérielle périphérique et qui utilisent le PTX. Et ils ont montré une surmortalité dans le bras PTX entre 2 et 5 ans. Alors voilà ces études, c'est 28 études, 4 études randomisées sur les stents actifs, 24 études sur les ballons actifs, 89% de claudicants. Alors, à 1 an, les 28 études, ça va bien, 2,3% dans le bras PTX, 2,3% de mortalité dans le bras non PTX, tout va bien. À 2 ans, ça commence à bouger. Ah, j'ai les diapos qui sautent, c'est pas grave. À 2 ans, ça bougeait, on avait un décalage. Je ne sais pas pourquoi la diapo ne passe pas, mais c'est pas grave. On avait un décalage et on passait à 7,2% je crois pour PTX et 4% pour le non-PTX. Et quand on passait à 5 ans, on avait une différence très nette et très significative avec une surmortalité dans le bras PTX. Il fallait noter néanmoins qu'à 5 ans, on n'avait pas 28 études, mais on avait plus que 3 études. Alors, on a analysé de façon très détaillée l'analyse statistique, c'est implacable, il n'y a rien à dire.
La FDA s'est penchée sur le problème et en juin 2019 est sorti des recommandations en 84 pages, vous voyez, un gros document, et les conclusions sont formelles. Il y a effectivement une surmortalité entre 2 et 5 ans dans le bras PTX. Mais ce qui est troublant, c'est qu'il n'y a pas d'explication, pas de lien de cause entre la mortalité et le PTX. Et ça, c'est troublant. Alors l'impact est immédiat, avec des arrêts des études qui impliquent le PTX qui ont dû être arrêtés. En France, 2 PHRC ont été interrompus. À Nice, on avait un PHRC interrégional sur les dilatations des fistules artério-veineuses avec des ballons actifs qui a dû être arrêté sur la demande de l'ANSM. Les recommandations, bien entendu, ont été modifiées, ont été émises aux professionnels, en particulier en France. L'ANSM a émis des recommandations concernant ces ballons et stents actifs au PTX. Alors, quelles sont les recommandations qui ont été faites en mai 2019? Si vous avez d'autres modalités thérapeutiques que l'utilisation de ballons actifs ou stents actifs en artérielle périphérique, utilisez les autres moyens. Informer les patients. Mais ce n'est pas toujours facile d'informer les patients qu'il y a un risque de surmortalité en utilisant ballon actif et stent actif. Surveiller les patients, mais c'est d'une banalité extrême. Enfin, les consentements éclairés des études doivent être modifiés et prendre en compte cette surmortalité. Alors, ce qui est choquant aussi, ce qui peut être choquant, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction de l'utilisation des ballons actifs et stents actifs, malgré tout. Alors on peut se dire, ah oui, mais il y avait quand même quelques petits signes qui montraient que le PTX n'était peut-être pas si bien que ça. Il y avait plus d'amputation dans un bras de ballon actif dans une étude, Impact, plus de tendance à une mortalité plus élevée dans Silver PTX Impact, et puis pour les coronaires, il y aurait, semble-t-il, plus de thrombose tardive avec le PTX. Alors faut-il arrêter le PTX? Alors c'est pas si sûr que ça, parce que une analyse d'un registre nord-américain sur la base de 16 560 patients ont montré que dans cette analyse de registre, il n'y avait pas de surmortalité au PTX. Et de façon plus importante, cette étude récemment publiée, allemande, concernant un registre très important, plus de 64 000 patients, plus de 100 000 procédures, 23 137 procédures avec des ballons ou stents actifs. Et ça, c'est la vraie vie, c'est le registre. Pas de surmortalité sur une période de 11 ans. Alors, c'est un registre, ça n'a pas le niveau de preuve qu'une étude randomisée, mais quand même, c'est assez troublant de ne pas retrouver cette surmortalité. Alors, est-ce qu'il y avait un biais statistique dans l'analyse de la méta-analyse faite par nos collègues grecs? Peut-être, il y a peut-être un biais par le fait que seules les études, les 3 études qui avaient des effets négatifs du PTX étaient les seules à avoir un suivi à long terme. Alors, d'autre part, le PTX, ça marche. Dans l'étude Silver PTX, il y a moins de réintervention, une meilleure perméabilité dans le bras PTX. Alors, en conclusion, les auteurs grecs qui ont publié cette méta-analyse ont écrit que finalement, ils ne pouvaient pas établir de lien, de cause à effet entre la surmortalité et le PTX, et ça, c'est quand même très troublant. Alors, quelles sont les perspectives? Il faut sans doute, bien sûr, faire une étude clinique pour rechercher et répondre à la question est-ce qu'il y a vraiment une mortalité plus élevée avec le PTX? Faire des études fondamentales, sans doute, pour rechercher un lien de causalité entre le PTX et la surmortalité, et peut-être rechercher d'autres voies que le PTX pour les ballons et stents actifs. Alors, en conclusion, si vous me demandez ce que j'en pense, PTX ou no PTX, je suis embêté. Le PTX, oui, mais non. Mais pas que. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Bien, merci. Alors, je pense qu'il y aura matière à discussion, d'abord avec la première chose sur les endoprothèses aortiques. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sur l'ordinateur, non. Voilà, Ruben. Bonjour. Quel
Quelle est votre attitude, vous, à Nice, et de votre pratique concernant les endoprothèses? On garde les mêmes indications qu'on a jusqu'à présent en favorisant les bons critères anatomiques pour mettre les endoprothèses, et après, on garde quand même une bonne place pour la chirurgie aortique de nos jours? Je pense, on est nombreux à penser que, comme pour toutes les nouvelles techniques, il y a eu des excès et qu'on a poussé un petit peu trop les indications des endoprothèses aortiques. Il y a plusieurs études, dont certaines études américaines, qui ont montré que près de 50%, quand on analyse les scanners qui ont été faits chez les patients, il y a une publication qui a montré que près de 50% des patients n'avaient pas les critères anatomiques pour une endoprothèse aortique. Donc c'est considérable. Il y a sans doute un excès dans les indications des endoprothèses aortiques. Le chiffre que je vous ai montré, 70%, 30%, en le secteur libéral en France, c'est 80%, 20%. Est-ce qu'il y a 80% des anévrismes qui ont des critères anatomiques pour une endoprothèse? Moi, je ne le pense pas. D'ailleurs, il y a quand même une tendance à un retour un petit peu vers les indications. Nous, on est maintenant bientôt près de 50-50. Effectivement, c'est un peu la tendance qu'on a eue aussi, nous. On était beaucoup plus endoprothèses jusqu'à 2013, 14, 15. Et après, on est revenu dessus, on est plutôt moitié-moitié, quoi. Donc... Oui, question. Oui, merci Reda. C'était excellent ta présentation. Je crois que ce qui est surtout très important, c'est qu'effectivement, nous en France, on garde la tête froide par rapport à ce qui se passe là, outre-Manche, et puis sur nos indications, et ça c'est très bien. Par contre, à l'Europe, j'ai eu la chance de participer à l'examen du board, et tout comme toi au collège. Dans la partie de l'examen, il y a une partie pratique, et dans cette partie pratique, il y a notamment 3 exercices, et un de ces exercices sur un modèle, c'est une mise à plat d'anévrisme conventionnel en chirurgie ouverte et de faire une anastomose proximale. Ça a été l'examen sur 30 candidats qui a été le plus discriminatif, qui a éliminé le plus de candidats, environ 20-25% des candidats. Donc ça veut dire une chose, c'est qu'effectivement, à travers le monde, il y a de moins en moins de gens qui savent opérer de manière conventionnelle un anévrisme. Et ça, c'est un réel problème. Heureusement, en France, nos centres, je pense, on continue à l'enseigner, mais dans les autres pays d'Europe, ce n'est plus le cas. Oui, c'est pour ça que les recommandations ne seront jamais publiées, parce que c'est impraticable. Impraticable. Même en Angleterre, on ne pourrait pas opérer les patients de la chirurgie conventionnelle. Mais les recommandations de NICE concernant l'anévrisme nous font pointer du doigt le système de santé dans lequel on travaille. En France, on a beaucoup de chance, mais ce n'est pas le cas. Sans chercher des pays en difficulté, prenez le Canada, ils sont encore plus jusqu'au boutiste que les Anglais, puisque tout est comptabilisé, etc. Et que l'exemple que je donnais là, Alexandra, et c'est vrai, depuis 3 ans, alors qu'aucune étude n'était sortie, ils utilisent les AOD en première intention dans la maladie thromboembolique veineuse au cours du cancer. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup moins cher que les HBPM et c'est même moins cher que les AVK. Et donc nous avons un médecin qui travaille là-bas qui a dû changer ses prescriptions, sinon de toute façon il était foutu à la porte. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, en Espagne, qui est proche de nous, où le système de santé, on nous dit actuellement, c'est peut-être un des meilleurs du monde, parce qu'ils ont une durée de vie, les patients, beaucoup plus longue que la nôtre. Et bien, qu'est-ce qu'ils font en Espagne ? Les AOD ne sont pas remboursés du tout, pour des problèmes de gestion de la santé. Donc, si vous voulez acheter un AOD, vous avez une bonne assurance, sinon, vous prenez un AVK. Et ainsi de suite. On peut multiplier les exemples à travers le monde. Il faut toujours penser qu'il y a un système dans un pays, et si on exerce dans ce pays, on ne peut pas faire autrement de toute façon. Alors là, ce n'est pas le bon exemple, mais enfin, toutes les recommandations anglaises, c'est toujours en sous-jacent les problèmes économiques. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Alors après... Alors, le PTX, voilà, question. D'abord, merci pour ta présentation. Ta dernière diapo, je pense qu'elle résume tous la façon qu'on a de travailler, c'est-à-dire qu'on n'est pas convaincu, quand on ne peut pas faire autrement, c'est sûr qu'on fera peut-être autrement, mais on n'a pas envie que la pharmacie nous tombe dessus et que le patient, etc.
Il y a juste une remarque sur, bon, tu l'as dit, méthodologiquement, il n'y a pas de problème sur cette étude. Et il y a un élément physiopathologique qui est assez intéressant et qui n'est pas très connu, et qui est mieux connu par les cardiologues, c'est que quand ils ont commencé à mettre des stents actifs et à utiliser aussi des ballons actifs, c'était rapporté dans la littérature, et il y a de très belles études ANAPAT qui l'ont montré, que ces patients, un petit nombre de ces patients, développent une néo-athérosclérose très agressive, justement 2 à 5 ans après, qui va faire des plaques vraiment très, très, très importantes et prolifiques. Et peut-être que, même si on met un stent ailleurs, que dans les coronaires, où on a un effet à distance, que les stents ils sont plus gros, qu'il y en a plus que dans les coronaires de produits, et que, indépendamment de ça, et que ce serait très intéressant dans le suivi de ces patients, à mon avis, d'avoir une imagerie de la plaque. Alors, je ne sais pas trop comment, de façon non invasive et tout, mais de voir monitorer ce côté-là qui pourrait être une des explications. Mais il est probable qu'en étant mieux suivis aussi, ces patients vont être suivis, ils n'auront peut-être pas un effet clinique. Et la deuxième chose, tu as parlé, la dernière étude, il y a 10 ans, on n'utilisait pas beaucoup quand même les ballons actifs pour les artères des jambes, etc. Ils ont, je ne connais pas cette étude, ils ont beaucoup de... Comment ils en font pour avoir 10 ans de recul sur beaucoup de patients et dire dans leur registre... Oui, moi je n'y crois pas, moi, la surmortalité. Je ne l'ai pas dit. Parce que, en fait, il y a par exemple une étude française, Battle, quand ils commencent à voir les résultats plus tardifs, ils s'aperçoivent que si on avait inclus l'étude Battle dans la méta-analyse, finalement, ça ne sortait pas. Il y a eu 28 études au départ, il n'y en avait plus que 3 à la fin. Donc, je crois que c'est ça le biais majeur de cette étude. Et je crois que les 3 qui restaient, c'était les 3 où, dès le départ, il y avait eu une surmortalité. Enfin, je pense qu'on peut... moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop et voilà, je continue, j'avoue. Bien, merci Reda. J'ai vu que tu as intégré Twitter, donc c'est bon, le message est passé. Bravo.